Bonjour Jean-Philippe, désolé d'avoir... Comme tu vois, on est ravis de t'accueillir. On est tous des fans de tout ce que tu nous racontes et de tous tes travaux. Et puis sans transition, parce que là on a pris du retard, ça glisse de tous les côtés. Mais merci d'avoir absorbé ce petit retard. Et je te propose là aussi, comme on l'a a fait avec d'autres avant toi, de partager un petit peu sur ce qu'a été ton expérience du début et puis surtout les travaux, beaucoup les tiens et aussi d'autres dans ton domaine qui ont émaillé ces derniers 10 ans. Merci Jean-Gérard. Déjà, bonjour à tous. Et ce que je vois pas, c'est la personne qui est derrière, en face de vous et que moi je vois pas, avec un grand panneau avec marqué applaudir. Non, et bah, bon anniversaire au diplôme, hein. Et ça c'est formidable, hein, quelle épopée. Non, bah écoute, je réfléchissais à ce qui s'était passé ces 10 dernières années. Alors d'abord, je voulais partir dans des choses assez techniques comme l'avancée de l'optogénétique, qui est quand même une sacrée avancée technique avec des résultats tout à fait stupéfiants où des gens sont capables, chez un rat, juste en allumant la lumière, enfin, d'envoyer un petit signal lumineux et d'aller activer certaines populations de neurones très spécifiques et de déclencher par exemple une crise de rage et d'attaque et d'agression de la part de l'animal. Ce qui quand même fait réfléchir, puisque si on est capable vraiment chez un mammifère de ramener des comportements d'agression et de colère comme ça, de rage, à l'activation de quelques neurones finalement, ça fait réfléchir à ce qu'on est, quoi, sur ce qu'on est et qu'est-ce que c'est que la personnalité, qu'est-ce que... Enfin, c'est très curieux en fait comme type de résultat, à quel point ce contrôle peut être aussi direct. Alors évidemment, chez un être humain, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même tout développement d'un cortex qui permet la régulation des émotions, etc. Mais il faut quand même savoir qu'on a ça en nous et parfois, je trouve que ça incite à beaucoup d'indulgence par rapport à nos propres réactions parce que finalement, un petit détail, quelque chose peut aller déclencher vraiment un ouragan en nous qui en fait a souvent des origines neuronales assez spécifiques et simples. Et donc, c'est pas si simple en fait d'être non seulement un mammifère, mais un être humain et d'avoir tout ça à gérer dans nos vies quotidiennes, quoi. Et puis après, en continuant à réfléchir, finalement, ça m'a paru presque plus intéressant de vous parler de ce que moi j'utilisais dans ma pratique, par exemple, de méditation, comme type de résultat de neurosciences, parce qu'il y en a vraiment. Et on est quand même une génération un peu particulière, c'est vraiment la première génération d'êtres humains à avoir une connaissance enfin, des mécanismes on va dire de l'âme, hein, de ce qu'on est, de toutes les émotions, de l'attention, etc. De commencer à comprendre les mécanismes de ça. Pendant des centaines de milliers d'années, on a été confronté à ces phénomènes mentaux sans avoir aucune idée de ce qu'il y avait en dessous. Et puis du coup, on appelait à des forces magiques, etc. Et là, on est la première génération à pouvoir avoir à la fois cette capacité d'introspection, à nous regarder fonctionner, et avec une connaissance des mécanismes sous-jacents, ce qui est pas rien, quoi. C'est vraiment, c'est une position extrêmement privilégiée qu'on a dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai bien aimé l'avènement du neurofeedback. Enfin, le neurofeedback, ça fait un moment que ça dure, mais euh, par exemple, il y a trois résultats que je trouve assez amusants. C'est des expériences où vous avez un sujet à qui on montre des lettres sur un écran. Et puis certaines sont un peu spéciales parce que c'est celle qui doit sélectionner pour écrire un mot. Il se trouve que moi-même, j'ai été en situation de cobaye pour ce type d'expérience. Je devais écrire le mot radis. Et donc, j'avais des lettres qui flashaient. Et puis, parfois, je devais en sélectionner certaines, mais sans trop savoir ce que je devais faire. Simplement, j'avais un appareil qui mesurait mon activité cérébrale avec juste des électrodes posées sur le scalp. Ça mesurait l'activité électrique et je devais envoyer un signal à la machine pour désigner certaines lettres comme étant spéciales, différentes des autres. Et au début, j'avais aucune idée de comment faire, comme n'importe quel sujet de ce type d'expérience. Et ce qui est incroyable, c'est que par essai-erreur, avec une vague direction au départ, donc donner l'impression, ressentir une lettre comme spéciale, finalement, on arrive à converger sur une façon d'agir sur son cerveau
qui permet d'activer certains neurones qui vont générer la composante électrique qui est attendue par la machine. Et on finit par y arriver assez vite, hein. En un quart d'heure, on est capable de faire ça. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'on ait cette capacité comme ça d'aller agir sur à peu près n'importe quelle partie de son cerveau de façon volontaire, à condition d'avoir un retour sur ce que ça fait que de contrôler cette région-là. Et ça ouvre la voie à tout un mécanisme d'apprentissage, de contrôle de soi-même et d'action sur soi-même qui est assez fascinant. Euh, il y a par exemple, dans une expérience à peu près similaire, vous avez un Allemand qui s'appelle Rainer Goebel, qui lui, il utilisait une technique un peu différente qui est l'IRM fonctionnel, mais où il a réussi à entraîner des gens assez rapidement à activer une partie de leur cortex visuel qui est sensible au mouvement. Donc il y a une partie du cortex visuel comme ça qui réagit quand vous voyez un mouvement, mais quelque chose qui bouge. Et les gens développaient, donc ont réussi à activer cette zone sélectivement et finalement à ressentir une sensation de mouvement pur, sans objet qui bouge, en ayant appris à contrôler cette région de leur cerveau, juste parce que à un moment ils avaient fait un lien, ils avaient été capables de dire j'active plus, j'active moins. Donc c'est l'attention, le fait d'avoir remarqué quelque chose dans sa propre expérience qui a constitué un point d'ancrage pour progressivement acquérir un contrôle là-dessus. Et donc là encore, la question c'est mais qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Qu'est-ce qui peut échapper à un contrôle volontaire? Et je crois qu'une grande partie de ce qu'on expérience, de ce qu'on expérimente dans un cheminement d'apprentissage spirituel, hein, quelle que soit la technique de méditation, c'est finalement un gain en capacité de contrôle, alors de plus en plus fin, de plus en plus doux, mais sur des choses de plus en plus subtiles. Mais quand on voit qu'on est capable comme ça de contrôler la perception pure d'un mouvement, on se dit qu'on peut envisager de contrôler la fluidité de son attention, l'ouverture d'un champ attentionnel, sensation d'harmonie, enfin plein de choses extrêmement abstraites comme ça, qui constituent le fond de notre expérience de la vie de tous les jours, comme la toile d'une peinture. Et donc ça incite vraiment à aller chercher ça dans son expérience personnelle. Il y a même une expérience qui a montré qu'on était, enfin, c'était chez un singe, il était capable d'apprendre à contrôler un neurone, un seul de ces neurones. C'est-à-dire que donc un neurone était enregistré, et par un travail, bah, forcément d'introspection, ce que peut être l'introspection d'un singe, ces zones décisionnelles, hein, tout ce qui est de décision volontaire, etc., ont été capables de se frayer un chemin, d'établir une connexion jusqu'à ce neurone-là pour aller l'activer volontairement. C'est quand même, moi je trouve ça absolument sidérant, et ça me guide énormément dans ma pratique de savoir, ça me donne vraiment une vigilance particulière par rapport à toutes les petites choses nouvelles que je peux remarquer dans mon expérience, les petites dimensions nouvelles. Je dis, tiens, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dedans? Ça m'amène à un autre point qui est, moi, ce que j'aime bien appeler l'introspection informée. Euh, L'introspection informée, je ne sais pas si la formulation est très heureuse, mais ça fait directement référence à l'introspection, donc cet examen de soi-même, de son expérience subjective, qui a toujours existé, qu'en Occident, on fait plutôt remonter à la fin du 19e siècle, mais évidemment, c'est la base, de tradition spirituelle orientale, principalement, née dans l'introspection. Et informée, pourquoi? Parce qu'elle est informée par les connaissances en neurosciences, c'est-à-dire parce qu'on sait du cerveau. Et je vais vous donner deux exemples, ou trois. Un premier exemple, c'est à partir d'une structure que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'insula. L'insula, c'est une petite coquille Saint-Jacques, il y en a une de chaque côté du cerveau, un petit peu au niveau des oreilles, parallèle aux oreilles. Et cette insula, c'est une sorte de tableau de bord de toutes les sensations corporelles. Et bien dans cette insula, on sait que elle va être capable en fait de faire des rendus en termes de ressenti de nature extrêmement diverse. Des sensations de chaleur, des sensations de tension, des sensations de picotement, dans toutes les zones du corps. Associé également, pourquoi pas, à des sensations olfactives, gustatives, etc. Et, et quand on a ça en tête, quand on sait qu'il y a cette insula qui fonctionne comme ça et qui est capable de générer ce genre de sensations, on peut être beaucoup plus à l'aise
quand on a des ressentis, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans l'expérience de méditation, de circulation d'énergie, de chaleur qui se déplace dans le corps à certains endroits et qui donne une impression euh, de rigidité, de force. Parce qu'en fait, tout ça peut tout à fait avoir un corrélat dans l'insula. Et on est peut-être tout simplement en train de créer des petits circuits au sein de l'insula qui permettent à l'énergie de se propager, l'énergie neuronale, enfin l'activité neuronale, de se propager d'une zone à une autre. Donc, euh, moi, je trouve que quand on a un esprit un peu cartésien et qu'on est face à ce type de ressenti, la première chose la première réaction, c'est de dire c'est n'importe quoi, ou quand on entend parler, je suis en train de basculer dans le grand cosmos. Donc, c'est un désintérêt, voire un rejet. Mais finalement, le fait que les neurosciences apportent un corrélat neuronal possible à ce type de sensation, de dire, bah, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste ça, voilà. Peut-être, hein, ou en tout cas, il y a cette composante-là. Ça incite à s'y intéresser de façon beaucoup plus précise, en disant, bah oui, je peux aller explorer dans cette direction-là mon expérience et voir ce qui se passe. Donc, ça met en confiance, sans avoir l'impression de basculer dans autre chose où on risque de perdre complètement les pieds et puis de renoncer à son esprit scientifique et cartésien. Donc ça me paraît fort. Euh, il y a un autre aspect de l'insula dont je parle souvent quand je viens à Strasbourg, qui est une sorte de bascule entre le système de vase communicant entre une partie plus à l'arrière de l'insula, qui est vraiment dans un ressenti des sensations corporelles telles qu'elles sont à l'instant T. C'est-à-dire que là, en ce moment, votre insula postérieure, c'est comment, sensation de confort, de chaleur, etc. Est-ce que vous êtes bien maintenant? Et puis une partie antérieure qui est plus dans l'extrapolation, dire qu'est-ce qui se passerait si, qu'est-ce que je ressentirais si je faisais ceci ou cela. Et, bah, typiquement, vous allez chez le dentiste, vous allez vous faire arracher une dent dans 2 semaines, et cette espèce de sensation désagréable avant, de stress, etc., associée, alors que vous n'êtes pas du tout chez le dentiste, vous êtes confortablement chez vous, mais tout ce signal qui est envoyé par le corps pour dire n'y va pas, c'est dangereux, et qui finalement colore un peu toute notre expérience de la vie de tous les jours. J'aime, j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, répulsion, etc. Et ce que nous apprend l'insula, c'est que vous avez la possibilité d'une sorte de bascule entre ces deux parties avant et arrière, présent, moment présent et extrapolation, qu'est-ce qui se passerait si, qui permet d'envisager un retour sur les sensations corporelles du moment, qu'est-ce que je ressens vraiment, quel est l'état de mon corps en cet instant, pour aller un peu inhiber et calmer ces zones d'extrapolation un peu folles parfois qui peuvent être enfin, de réels obstacles. Et une fois qu'on sait ça, on aborde la méditation encore, puis des techniques de type scanner du corps, etc., de façon beaucoup plus sereine, en disant, mais oui, en fait, si ça se trouve, je suis juste en train de faire ça. Euh, donc, je trouve que ça donne un grand élan de motivation pour ce type de travail sur soi-même, en ayant une impression beaucoup plus fine et beaucoup plus, oui, là encore, terre à terre de ce qu'on est en train de faire et de se faire et d'explorer. Euh, Troisième exemple que je prendrais, puis après, je conclurai sur un dernier point. Euh, Là encore, c'est pour guider l'introspection. C'est un exemple d'introspection informée. Bah, c'est le fait que c'est sur la nature des pensées. Euh, à quoi ressemblent les pensées? Alors, les pensées peuvent prendre plein de nature, etc. Mais euh, vous êtes là calmement, là encore, face à votre mur ou je sais pas quoi, et puis dans cette phase un petit peu d'introspection, en train de constater ces mouvements d'attention en vous. Et puis peut-être vous constatez que bah, souvent ces pensées, elles émergent avec accompagnées de paroles. On se parle. Et puis peut-être de sensations d'expression faciale. Vous voyez soucieux, vous voyez, etc. Et là encore, en fait, si on revient à la matière et à la matière biologique, on se rend compte que finalement, les parties du corps qui doivent être les plus labiles et toute la musculature en fait qui doit être la plus réactive dans la vie quotidienne et dans l'interaction sociale notamment, c'est tout ce qui concerne la motricité de la face pour envoyer des expressions faciales dans le cadre d'interaction faciale, d'interaction avec autrui. Donc, tout ce qui est mouvement du haut du corps, et puis évidemment le langage. Il faut que le langage puisse jaillir comme ça, à la moindre situation, moindre événement, moindre chose qu'on nous dit. Tout de suite, il faut que, que les paroles, euh, que des paroles jaillissent, parce qu'on ne met pas 3 quarts d'heure à réfléchir à une réponse quand quelqu'un nous parle. Donc, on comprend bien qu'il y a cette espèce d'exigence d'instantanéité des expressions faciales et du langage, euh,
qui fatalement vont avoir comme conséquence que dès qu'il y a un tout petit peu d'agitation mentale interne, c'est finalement sous cette forme que ça va se manifester au premier. C'est une préparation à agir, soit sous forme faciale, soit par le langage. Et donc, il n'est pas du tout étonnant que d'aller chercher, si on veut chercher un petit peu comme dans certaines traditions de méditation, des points de départ au processus de pensée, dans un but de stabilisation, de contrôle doux, etc., d'aller s'intéresser à ça, à ces phénomènes-là, d'amorce d'expression faciale et d'amorce de mots, de langage, etc. Et là encore, finalement, c'est les neurosciences qui finalement nous informent que c'est une bonne piste d'exploration pour son introspection. Et puis juste pour conclure, en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup inspiré aussi, c'est pas les 10 dernières années, mais c'est une accumulation de résultats depuis bien longtemps qui devient maintenant une certitude. C'est le fait qu'une grande partie de nos comportements, et même de très haut niveau, c'est-à-dire même justement dans l'expression, dans le langage ou de gestes qui apparaissent complexes, sont en fait le fruit d'automatisme. Et du coup, le fait de réaliser qu'on est mu essentiellement par des automatismes, ça permet d'adopter une attitude légèrement en retrait, d'observation de ces automatismes et finalement de laisser faire. De dire, bah, finalement, toutes ces choses que je fais au quotidien, il y en a beaucoup qui se déroulent toutes seules. Et je peux, moi, au terme de contrôleur volontaire, c'est-à-dire en fait la partie de soi-même et de son cerveau à laquelle on s'identifie en termes agent volontaire, la mettre en retrait et plus basculer dans une légère observation, attitude d'observation de ça, de ce qui marche très bien tout seul. Et là, finalement, on arrive à un message qui est assez proche de ce qu'on peut trouver dans les littératures taoïstes, de laisser aller les flux qui vont dans la bonne direction, etc., et de contrôle doux encore sur soi-même. Et on arrive à une forme de douceur sur soi-même qui est vraiment intéressante. Plutôt que d'être dans cette espèce de contrôle crispé qu'on a beaucoup, surtout en Occident, sur soi-même, qui est épuisant à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, finalement, on a aussi des automatismes de pensée. Est-ce qu'on ne peut pas aussi basculer dans une attitude de légère observation de ces flux de pensée, etc., en les laissant faire la plupart du temps, juste en les guidant de façon très subtile. Et ce qui peut amener quasiment à disparaître en tant qu'agent. À un moment, on dit, mais finalement, qui suis-je? Puisque finalement, tout ça se déroule tout seul, est-ce que je ne peux pas juste être dans une pure observation et laisser faire? Et voilà. Et moi, ça encore, ça m'inspire parce que voilà, je trouve que c'est très agréable de s'imaginer comme une sorte de pilote de navire qui devient de plus en plus petit face à un navire qui finalement fait ça. Le navire étant le corps-cerveau qui suit sa route, tout simplement, tranquillement. Voilà, écoutez tous. J'ai l'impression d'être avec vous, c'est marrant, technologie. Applaudir. Voilà. Et il est bien petit, j'espère que vous avez des bonnes lunettes. Voilà, c'était le sermon du jour dans ce qui ressemble à une église. Mais en tout cas, voilà, encore un bon anniversaire, 10 ans magnifiques. Et puis j'espère, on se revoit dans 10 ans pour les 20 ans. Bah, et surtout un énorme merci et bravo à Jean-Gérard pour toute l'énergie que tu déploies voilà, de façon constante pour faire vivre tout ça. Et on voit tous ces gens qui vont être transformés et qui sont transformés. Et puis à bientôt en Alsace, là. Bah, écoute, Dans un mois pour ceux qui y seront. oui, alors c'est les prochains, c'est les suivants. Mais merci. C'est les suivants, voilà. Les prochaines victimes. Oui, exactement, les prochaines victimes. Merci infiniment de ce tour d'horizon et ravi que tu aies fait ce tour d'horizon comme ça parce que c'est extrêmement inspirant pour nous tous. Bah, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et encore on t'applaudit. Merci.